Pour saisir la portée de ce bouleversement, il faut se souvenir que l'aide internationale n'a pas toujours été synonyme de salut pour les peuples africains. Depuis l'époque coloniale, les convois venus de l'extérieur ont souvent été perçus comme des instruments d'influence, parfois même des chevaux de Troie. Mais jamais, dans l'histoire contemporaine, une opération d'aide n'avait été aussi crûment associée à un trafic organisé à une telle échelle. Cette opération, menée sans aucun appui occidental, ni logistique, ni financier, ni stratégique, a dévoilé une vérité dérangeante. L'Afrique, lorsqu'elle ose l'audace et la rupture, peut protéger ses frontières et ses peuples. Car derrière la façade de l'aide, certains convois dits humanitaires transportaient un poison destiné à détruire des millions de vies innocentes. Un rappel glaçant que la confiance aveugle est parfois le plus grand des dangers. Et si, derrière le masque bienveillant de l'aide internationale, se dissimulait un péril dont peu osent imaginer la profondeur? Imaginez qu'au-delà des camions bardés d'emblèmes d'organisations mondialement reconnues, circule en silence l'un des réseaux criminels les plus tentaculaires jamais implantés sur le continent africain. C'est exactement le choc qu'a vécu le Burkina Faso, une onde de vérité qui a remis en cause toutes les illusions entretenues depuis décennies sur la générosité venue d'ailleurs. Face à la découverte, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas hésité une seconde. Refusant d'attendre la moindre approbation des puissances étrangères, il a fait de la protection des enfants africains sa priorité absolue. En moins de 48 heures, soit 2 jours seulement, grâce à des technologies conçues localement et une stratégie fulgurante, son équipe est parvenue à démanteler le plus vaste réseau de drogue synthétique du Sahel jamais identifié. Pour donner une idée de l'exploit, rappelons que des opérations similaires, menées par des coalitions internationales, avaient échoué ou s'étaient enlisées pendant des mois, voire des années. Comment un tel plan audacieux a-t-il pu voir le jour? Que s'est-il réellement passé cette nuit où tout a basculé? Pour comprendre ce tournant historique, il faut revenir aux premières heures de l'opération, là où tout a commencé par une alerte discrète suivie d'une succession de décisions inattendues. Pourquoi ces camions couverts de logos d'aide humanitaire traversaient-ils le Sahel comme des spectres inaccessibles, à l'abri de tout soupçon? Sous le soleil implacable, d'immenses convois estampillés de grandes ONG européennes filaient de Gao vers le sud, franchissant les frontières sans jamais s'arrêter. Sur leurs flancs, des noms rassurants, Agro-Sahel International, Solidarité Santé, s'étalaient en lettres géantes, véritables passeports magiques qui dissolvaient toute suspicion. Jamais une action de cette ampleur n'avait été entreprise sans validation extérieure. La réaction internationale ne s'est pas fait attendre. Pression diplomatique, appels urgents, sommation à revenir sur la décision. Mais le Burkina Faso a tenu bon, refusant de céder aux injonctions. Ce choix radical de souveraineté et d'innovation a envoyé un message puissant à tout le continent. Compter sur l'extérieur, c'est risquer de perdre l'essentiel, la sécurité des enfants, la dignité des peuples, l'intégrité des nations africaines. Dans cette région rongée par l'insécurité, chaque poste frontière est d'ordinaire un piège. Mais pour ces camions, c'était comme si les lois ne s'appliquaient plus. Dès qu'ils arboraient le logo d'une organisation occidentale, policiers, douaniers, soldats se contentaient d'un salut, parfois d'un simple hochement de tête. La règle non écrite, l'aide humanitaire est sacrée, intouchable. Les contrôles étaient quasiment inexistants. Des cargaisons entières traversaient ainsi le pays sans que personne n'exige de papier, n'ouvre un seul carton, ni ne demande pourquoi l'itinéraire changeait sans cesse. Pourtant, ce matin-là, le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes ne détournèrent pas le regard. Quelque chose clochait. Pourquoi ce convoi quittait-il Gao avant l'aube? Empruntait-il des pistes oubliées? Évitait-il tous les villages? Pourquoi les manifestes étaient-ils incomplets, les papiers brouillons? Même les chauffeurs semblaient apeurés, fuyant tout contact, pressés de quitter chaque point de contrôle comme si le sol brûlait sous leurs pieds. L'équipe de Traoré sentait la tension monter. Il savait que la confiance dans ces emblèmes européens était devenue une faille. Tant que l'aide affichait le bon logo, personne n'interrogeait. Mais dans un Sahel où chaque erreur se paye en vie, cette routine aveugle devenait un pari mortel. Pour Traoré, il ne s'agissait plus seulement d'un convoi suspect. C'était une question de dignité et de survie. Il savait que l'histoire retiendrait chaque décision prise. Si l'on continue à fermer les yeux, des substances mortelles peuvent circuler librement, dissimulées derrière le paravent de la solidarité internationale. Cette confiance aveugle, c'est la porte grande ouverte à toutes les dérives. Trafic, violence, corruption.
Le prix, la sécurité des populations, l'avenir de millions d'enfants africains, la souveraineté du continent. Mais comment prouver que sous la générosité affichée se cache un jeu mortel? Voici un dilemme que de nombreux chefs africains avant lui avaient rencontré, mais rarement résolu. La preuve éclatante manque souvent face à l'habileté des réseaux criminels. Pour la première fois, Traoré décida de briser la routine et d'arrêter le convoi. En quelques minutes, la tension monta d'un cran. Les soldats savaient qu'ils risquaient davantage que leur propre carrière. C'était la réputation et la sécurité du pays qui étaient en jeu. L'Afrique peut-elle vraiment assurer seule sa propre sécurité face à des réseaux criminels mondiaux? Ou est-ce une illusion soigneusement entretenue par ceux qui tirent les ficelles pour mieux maintenir le continent sous contrôle? Cette nuit-là, le Burkina Faso s'apprête à apporter une réponse fracassante à cette interrogation qui hante toute la région. Au-dessus du Sahel, des drones thermiques, créés par de jeunes ingénieurs burkinabais et maliens, surveillaient un convoi mystérieux. 12 poids lourds, tous recouverts de logos d'ONG européennes, serpentaient sur des pistes oubliées. Pourtant, les caméras révélaient des taches de chaleur rouge vif à l'intérieur des remorques, là où il n'aurait dû y avoir que des semences froides ou des sacs d'engrais inertes. Les documents d'accompagnement étaient irréprochables. Ils prétendaient qu'il s'agissait uniquement d'aides agricoles destinées à nourrir des villages en crise. Mais les images trahissaient une autre réalité. Aucun sac de céréales ne dégage une telle chaleur, à moins de dissimuler quelque chose de bien plus dangereux. Le capitaine Ibrahim Traoré, qui dirigeait les opérations depuis Ouagadougou, comprit immédiatement qu'un piège se profilait. Agir précipitamment aurait signé sa perte. Traoré ordonna à ses équipes de rester invisibles et de maintenir la surveillance totale du convoi. Pendant 10 heures d'affilée, soit près d'une demi-journée, les camions avançaient, franchissant villages fantômes et savanes dorées sous l'œil inlassable des drones. Les soldats attendaient le passage du convoi en territoire burkinabé, là où la souveraineté du pays s'exerce pleinement. À l'aube, alors que le premier camion franchissait la frontière nord du Burkina Faso, Traoré lança l'opération. Il verrouilla la frontière pour 6 heures complètes. Plus aucune entrée, plus aucune sortie. Chaque piste, chaque sentier, chaque route officielle ou dissimulée était bloquée. C'était un blocus total, inédit dans l'histoire récente du Sahel, une mesure comparable à celles adoptées lors de certains grands conflits mondiaux du XXe siècle, comme le blocus de Berlin, mais à l'échelle d'une frontière africaine. Reste une question brûlante. Qu'acheminait vraiment ce convoi, caché derrière les emblèmes de l'aide internationale? La vérité, sur le point d'éclater, allait bouleverser l'équilibre de toute la région. Immédiatement, les téléphones s'enflammèrent à Ouagadougou. Conseillers européens, diplomates français, représentants des Nations Unies, tous exigeaient des comptes, menaçaient de sanctions, invoquaient les traités internationaux. Mais Traoré resta de marbre. Il fit passer la souveraineté et la sécurité de ses concitoyens avant les pressions extérieures. Aucun appel ne fut pris. L'Afrique, pour une fois, imposait ses propres règles. Ce geste, audacieux et risqué, mit le Burkina Faso sous les projecteurs de la scène mondiale. En cas d'échec, ce serait l'humiliation, l'isolement et le retour en force d'intérêts étrangers. Mais si la mission réussissait, le message serait clair. Une Afrique unie, créative et déterminée peut défendre ses frontières et ses enfants sans demander la permission à personne. Le moment de vérité approchait. Lorsque les militaires ouvrirent enfin les camions, le contenu allait révéler l'ampleur du complot. Les soldats, armés de gilets pare-balles et de scanners portables, s'approchèrent prudemment, conscients que la moindre erreur pouvait être fatale. Les premiers sacs furent ouverts sous la supervision de techniciens en chimie venus de l'université de Ouagadougou. Ce que Traoré mit au jour dépassait l'entendement et révélait des intérêts titanesques. Aux premières lueurs, l'équipe du capitaine prit d'assaut les camions. Sous des bâches poussiéreuses griffées aide agricole reposaient des dizaines de tonnes de méthamphétamine. La drogue, savamment emballée dans des sacs de semences, était prête à inonder toute l'Europe. Pour donner un ordre de grandeur, cela représentait de quoi alimenter les marchés illégaux de plusieurs grandes capitales européennes pendant des mois. Le choc fut brutal. L'ampleur de la saisie força les autorités à admettre qu'il ne s'agissait pas d'un banal trafic, mais d'une opération industrielle masquée en générosité internationale. Les analyses des drones confirmèrent l'impensable. Depuis plusieurs semaines, des appareils de surveillance européens, parmi les plus perfectionnés,
patrouillaient au-dessus de la zone. Leur présence indiquait que des acteurs puissants observaient et sans doute protégeaient les convois. L'évidence s'imposait. Les frontières africaines ne sont plus seulement des lignes sur une carte, mais des arènes invisibles où s'affrontent des intérêts étrangers par réseaux interposés. Cette réalité était déjà apparue lors de la guerre civile en Sierra Leone, où des cargaisons d'armes et de diamants passaient sous couvert de missions humanitaires. Mais jamais un tel niveau de sophistication n'avait été observé dans le trafic de drogue synthétique. L'enquête burkinabé dévoila une toile d'une complexité vertigineuse. Derrière le transport de la drogue, des ONG de façade enregistrées à Bruxelles. Des fonds d'investissement pharmaceutiques prétendument voués à la nutrition. Des audits belges blanchissant des flux financiers douteux. La logistique, huilée à la perfection, passait sous tous les radars. L'aide humanitaire détournée à grande échelle servait de camouflage à un trafic qui meurtrissait l'Afrique et alimentait la dépendance en Europe. Au lieu d'étouffer l'affaire, Traoré opta pour la transparence totale. Il publia chaque preuve, vidéos des drones, documents falsifiés, relevés bancaires, témoignages anonymes, tout fut rendu public. Les médias occidentaux réagirent aussitôt, évoquant un incident isolé ou accusant les autorités africaines d'exagération. Mais cette fois, la propagande glissa sur l'indignation. Pour mesurer la portée de cette réaction, rappelons qu'au cours des années 90, lors de l'affaire du sang contaminé en Afrique centrale, les pays concernés n'avaient pas réussi à s'unir face aux manipulations étrangères. Ici, la solidarité fut immédiate. Les chefs d'État se réunirent en visioconférence, des groupes de travail mixtes furent créés, des listes de contrôle partagées. La défiance devint solidarité. Le scandale embrasa Accra, puis Bamako, Lagos, Alger, N'Djamena, Johannesburg. Les gouvernements du Ghana, du Mali, du Nigeria, de l'Algérie, du Tchad et de l'Afrique du Sud, rejoints par l'Union africaine, prirent position. Ils dénoncèrent le pillage méthodique, exigèrent des comptes à Bruxelles, Paris, Genève et annoncèrent une mobilisation commune contre toute intrusion déguisée en aide. Pour la première fois, une riposte continentale s'organisait, au-delà des rivalités anciennes. Face à ce séisme, une question s'imposa partout. Des marchés de Ouagadougou au salon feutré d'Abuja, comment réinventer la sécurité des frontières pour que jamais plus l'Afrique ne serve de laboratoire ou de passage aux ambitions extérieures? Mais dévoiler la vérité n'était qu'un début. Il restait à affronter les représailles, les tentatives d'étouffement et à transformer l'indignation en action durable. Traoré savait que l'heure était venue de bâtir de nouveaux remparts, pour que jamais plus l'Afrique ne soit prise au piège. Et si, à la surprise générale, l'Afrique devenait le modèle mondial de transparence et d'innovation face à la contrebande? Cette crise, violente et soudaine, aurait pu plonger la région dans l'instabilité la plus totale. Pourtant, elle a déclenché une métamorphose inédite à l'échelle du continent. Le risque était immense. Si la vérité se perdait, l'Afrique resterait exploitée, incapable de protéger ses enfants, ses frontières, sa dignité. Si elle éclatait, elle contraignait le monde à regarder en face la responsabilité des puissances étrangères et offrait aux peuples africains une chance inédite de reprendre la main sur leur destin. Le temps n'était plus à la soumission, ni à la diplomatie molle. La souveraineté africaine se jouait ici, maintenant, autour d'un convoi intercepté à l'aube. Première avancée concrète, la technologie. Des scanners de toute dernière génération, capables de détecter en temps réel des substances illicites dissimulées dans n'importe quelle cargaison, même humanitaire, équipent désormais les ports majeurs et les points de passage frontaliers. Sur les routes, des laboratoires mobiles analysent immédiatement les échantillons suspects, supprimant la dépendance aux experts venus de l'étranger. À titre d'exemple, le port d'Abidjan a intercepté en moins de 2 mois 250 tonnes de produits frelatés, une performance jamais atteinte auparavant. Les douaniers, autrefois démunis, bénéficient aujourd'hui de formations poussées sur ces nouveaux outils. Ils apprennent à déjouer les ruses les plus sophistiquées des trafiquants, prenant ainsi l'ascendant sur ceux qui, hier encore, dictaient les règles du jeu. Des exercices de simulation sont organisés chaque semaine dans des écoles de police du Togo, du Rwanda et de la Côte d'Ivoire, où les agents apprennent à repérer les faux papiers, à manipuler les détecteurs de substances prohibées et à réagir rapidement en cas d'alerte. Deuxième révolution, l'émergence de corridors propres. Chaque camion, chaque passage, chaque cargaison est enregistré, contrôlé et partagé.
Les plateformes de données relient instantanément les pays voisins à Interpol. Les réseaux criminels, jadis protégés par les silos administratifs, perdent leur refuge. L'immunité dont jouissaient certains convois n'est plus qu'un souvenir. Dans le corridor Dakar-Bamako, la mise en place de ces contrôles croisés a déjà permis la saisie de plusieurs millions d'euros de produits illicites. Mais l'innovation ne se limite pas à la technique. Elle s'insinue dans la gouvernance. Le lancement d'Africanet Clean Transit permet pour la première fois une synchronisation continentale des inspections routières et portuaires. Les contrôles ne sont plus isolés, ils sont coordonnés, multi-pays, multiniveaux, avec alerte en temps réel et audit croisés. Cette mutualisation rend les inspections plus rapides et plus efficaces que jamais, prenant de vitesse même les réseaux de trafiquants les plus mobiles. Les dirigeants se réunissent chaque trimestre pour ajuster les procédures, partager les bonnes pratiques et renforcer la confiance mutuelle. Les effets sont immédiats. En quelques semaines, plusieurs nouveaux convois suspects sont interceptés sur des itinéraires secondaires auparavant ignorés. La coopération régionale s'intensifie. Les équipes échangent conseils, équipements et techniques, franchissant les frontières pour défendre ensemble la souveraineté et la sécurité des peuples africains. Le cas du poste frontière de Cinquancé, entre le Burkina Faso et le Togo, est devenu emblématique. En moins de 3 mois, plus de 23 tentatives de contrebande ont été déjouées. Mais rien n'est jamais définitivement acquis. Si cet élan faiblit, si la routine et les divisions reprennent le dessus, les anciennes failles ressurgiront, exposant à nouveau les communautés, les enfants, à des menaces invisibles. En revanche, si la mobilisation perdure, l'Afrique invente un modèle de résilience inédit, prêt à inspirer le monde. L'expérience du Nigeria, qui a su mobiliser la société civile pour surveiller les convois, prouve que l'implication des citoyens est un levier décisif. Reste à savoir si cette dynamique tiendra face aux nouveaux défis qui s'annoncent, car les trafiquants n'ont pas dit leur dernier mot. Ils adaptent déjà leurs méthodes, corruption de nouveaux relais, utilisation de drones pour surveiller les contrôles, infiltration de fausses ONG. La vigilance doit donc évoluer, anticiper, innover sans relâche. Le futur de l'Afrique ne se trame plus dans l'ombre. Ce qui vient de se jouer au Burkina Faso va bien au-delà d'une simple opération militaire. C'est la naissance d'une Afrique qui refuse de céder à la peur ou de suivre les ordres dictés par d'autres. Cette transformation rappelle d'autres moments de bascule dans l'histoire mondiale, comme la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, où la détermination locale a su déjouer toutes les prédictions. On pourrait croire que l'essentiel est accompli. Mais l'histoire enseigne la prudence. Abaisser la garde, c'est ouvrir la porte aux vieilles manœuvres. Les intérêts étrangers n'abandonnent jamais. Ils reviennent sous des masques nouveaux, humanitaire, développement, sécurité. Si l'on détourne le regard, la spirale de l'exploitation reprend, plus sournoise que jamais. Trop longtemps, le continent a été prisonnier de promesses d'aide et de fausses alliances. Les enfants d'Afrique ont payé le prix fort, sacrifiés sur l'autel de la dépendance et du cynisme. Le réseau de drogue démantelé en moins de 48 heures par le capitaine Ibrahim Traoré et ses compagnons nous rappelle que la souveraineté n'est jamais donnée, elle se conquiert, jour après jour, par le courage de tous. Pourtant, une étincelle a jailli. Ce n'est plus une Afrique silencieuse et divisée qui ploie, mais une Afrique qui s'élève, qui s'organise, qui bâtit ses propres outils, protège ses frontières et sa dignité. L'innovation, la technologie, l'audace s'allient pour dresser un rempart contre les logiques d'hier. À l'image des initiatives citoyennes vues au Sénégal, où des comités de vigilance surveillent désormais les infrastructures critiques. Ce réveil n'est pas un hasard. Il est porté par des femmes et des hommes ordinaires, soldats, enseignants, ingénieurs, maires, cultivateurs, qui refusent désormais de détourner les yeux. Car il ne s'agit pas seulement de mettre fin à un trafic ou de garder une frontière, il s'agit de sauver des millions de vies, d'assurer un avenir à nos enfants et de restituer à l'Afrique ce qui lui appartient. Ce moment n'est pas une fin, c'est un nouveau départ. La vigilance et l'engagement de chacun décideront si cette révolution ira jusqu'au bout. Comme le disait Nelson Mandela, cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Reste une question brûlante. Serons-nous spectateurs d'une simple parenthèse ou acteurs d'une révolution qui commence à peine? Pour y répondre, chaque citoyen peut s'engager concrètement. Signaler les comportements suspects, participer aux campagnes de sensibilisation, exiger des comptes à leurs dirigeants.
À nous de nourrir la flamme, de garder l'œil ouvert, d'exiger des comptes à ceux qui prétendent aider l'Afrique tout en conspirant dans l'ombre. Une certitude s'impose désormais. L'Afrique ne demandera plus la permission d'exister ni de se défendre. Sa voix s'affirme, puissante, sur la scène mondiale. Ce que le Burkina Faso a accompli n'est qu'un signal. Si nous unissons nos forces, nous pouvons réécrire l'histoire, au grand jour, pour et par les peuples africains. Comme l'a montré l'initiative du Mur vert sahélien, la coopération et la résilience sont les clés du renouveau.